La théorie de l'évolution est fausse parce que les systèmes vivants sont remplis de complexes qui sont composites, donc qui ont beaucoup de parties agencées les unes avec les autres. Et donc malheureusement, le vivant, c'est comme ça, un petit peu partout, c'est composite. Donc un processus d'itération, et à chaque fois où on retient, on va dire, un composant, ça marche pas, tout simplement. Et puis tout le reste de la complexité, c'est un peu leur dieu spaghetti dans les nuages. Là, c'est le hasard. C'est-à-dire que là, ils vivent dans un monde de contes de fées et ils s'imaginent que toutes les étapes, en fait, c'est rempli par leur espèce de dieu hasard. Et on va reprocher aux créationnistes ou aux gens de l'intelligent design de croire à certaines choses non prouvées, sauf qu'en fait, eux, c'est pas mieux parce que ils ont une espèce de dieu un petit peu plus subtil, mais qui est tout aussi ridicule, voire beaucoup plus ridicule. Comment fonctionne la science? On regarde des données, on regarde le réel et on se dit quelle est la théorie qui explique le mieux cela. Aujourd'hui, avec ce qu'on sait, évidemment, c'est la création, c'est intelligent design qui explique le mieux les systèmes vivants, pas du tout l'évolution naturelle. Les 100 dernières années d'études du vivant et de science, en fait, donnent des insights, donc plutôt des indications extrêmement précises et permettent de tirer cette conclusion, mais vraiment sans risque. C'est pas risqué l'intelligent design, c'est la théorie scientifique la plus aboutie, la plus précise et surtout supérieure scientifiquement au darwinisme et à la théorie de l'évolution naturelle. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jean Cuivre. Donc on est en février 2023. Donc je suis Jean Cuivre, moi je fais de la vulgarisation scientifique sur les thématiques créationnisme, intelligent design, évolutionnisme. Je parle aussi de religion souvent. Vous pouvez me retrouver sur le site nivrad.fr, donc vous écrivez Darwin à l'envers, niwrad.fr. Il y a beaucoup d'articles, dont certains que je vais lire bientôt sur ma chaîne. Donc, il y aura des sortes de lectures un petit peu dynamiques, notamment le fameux article L'évolution humaine, que je vous encourage vraiment à lire. Il est assez complet et je pense assez unique dans le paysage, on va dire, francophone. Donc, il y aura une lecture en plusieurs parties de ce long article sur l'évolution humaine, sur la non-évolution humaine. Et après, vous pouvez me retrouver évidemment sur la chaîne YouTube. Donc, je suis avec Pierre-Alexandre, qui n'a pas de chaîne YouTube, je crois, mais qu'on peut retrouver à plein d'endroits. J'ai des chaînes YouTube, mais il y en a une avec mon nom, il n'y a pas grand-chose. Et non, sinon, ouais, vous tapez mon nom dans Google, Pierre-Alexandre Ponant. Et j'ai une autre chaîne, mais là, c'est de la politique et donc ça n'a rien à voir. Voilà, c'est pour ceux qui sont curieux, Mouvement pour une économie basée sur les ressources, Mouvement EBR. On l'avait dit dans la dernière vidéo, aujourd'hui, on va un petit peu parler en fait d'un sujet, on va se concentrer en fait sur une thématique qui est le système auditif humain. Donc le mieux, c'est que nous, on a une vidéo et en fait, on va commencer par regarder la vidéo tous ensemble et après, on en parlera. On va essayer de ne pas faire pause, je pense, systématiquement, sinon ça va être très long. Donc, on va la diffuser et voilà. Le sens de l'ouïe résulte d'un processus appelé transduction auditive. L'oreille convertit les ondes sonores présentes dans l'air en impulsions électriques que le cerveau peut interpréter. Quand le son pénètre dans l'oreille, il passe par le conduit auditif, qui se termine par une membrane appelée tympan. Le tympan entre en vibration sous l'effet des ondes sonores. Les sons graves produisent une vibration à basse fréquence et des sons de faible volume produisent des vibrations de faible amplitude. Des sons aigus produisent des vibrations plus rapides. Le tympan a une forme de cône et est connecté à une chaîne de 3 osselets. Ces osselets sont appelés respectivement le marteau, l'enclume
et l'étrier. Les mouvements du tympan sont transmis aux osselets en préservant l'information sur l'amplitude et la fréquence. Les 3 osselets pivotent collectivement autour de l'axe indiqué en rouge. Cette rotation d'ensemble s'explique par une série de ligaments qui maintiennent les os en place dans l'oreille moyenne. Le ligament antérieur du marteau et le ligament postérieur de l'enclume sont d'une importance particulière pour le maintien de l'axe de rotation. On pourrait peut-être dire déjà, on pourrait faire remarquer que si on raisonne dans un paradigme darwinien, il faudrait absolument que les ligaments soient là en même temps que l'os, parce que si ces 3 os, l'enclume, le marteau et l'étrier, déjà, bon, il faut qu'ils puissent avoir la bonne forme, être attachés à la membrane tympanique au bon endroit, qu'ils puissent préserver la fréquence et l'amplitude, que les 3, du coup, parce que ce sont 3 os séparés, puissent s'embrancher de la bonne manière. Mais même s'ils apparaissaient par une forme de hasard et de sélection, s'ils ne peuvent pas pivoter par le ligament, grâce au ligament, en fait, ça ne marchera pas. Et si le ligament il est là sans que les os soient là, eh ben, on a encore un problème. Donc, on est un petit peu face à un système de complexité irréductible. Voilà, c'est ça, c'est que donc les 2 ligaments en fait sont disposés pour permettre exactement en fait une rotation parfaite, c'est-à-dire retranscrire exactement les vibrations du tympan vers, on va voir le labyrinthe osseux qui est de l'autre côté, on l'a pas encore vu. Et vous allez voir que c'est le dénominateur commun de toute façon de la démonstration et de ce qu'on va expliquer. En fait, essayez vous-même de vous mettre dans de vous dire ça a évolué, et en fait d'imaginer toutes les parts qui arrivent les unes après les autres, par exemple toutes les 1000, toutes les 100 000 générations sur un système vivant, peu importe lequel c'est. Hein. Effectivement, vous allez avoir beaucoup de mal à l'imaginer parce que vous allez vous dire il faut bien que les choses arrivent plus ou moins les unes après les autres. En plus, juste un os, évidemment, c'est pas une mutation, l'os il a une forme particulière, etc. Donc c'est extrêmement complexe. Ils ont des tendons les uns avec les autres et il y a des ligaments ici qui permettent de solidariser, on va dire, l'ensemble et de faire justement cet axe de rotation. J'ai essayé de trouver peut-être un parallèle mécanique, mais j'en trouve pas pour ce système-là. Et donc évidemment, essayez de vous demander à chaque étape comment ça se fait que, par exemple, le conduit avec le tympan est sélectionné, sachant qu'il n'y a pas la machinerie derrière pour transformer des signaux mécaniques, des ondes sonores en signaux électriques et interpréter. Pourquoi ces choses-là sont sélectionnées en quoi ça confère un avantage de reproduction à une sous-population d'avoir un tympan qui est relié à rien du tout. Tu vois, tu as la forme du tympan, mais donc du coup, il faudrait que le tympan évolue. Bon, pourquoi pas, il pourrait propager les ondes, sauf qu'elle se propage très bien sans lui. Et du coup, il faut que l'os il se greffe exactement au tympan. Mais du coup, imagine, tu as déjà l'os qui apparaît par hasard. Mais déjà, il faut qu'il se greffe au bon endroit, il pourra arriver sous le pied. Si en plus il n'a pas de tendon, le fait qu'il se greffe, on ne sait pas pourquoi il se grefferait au tympan, quel avantage ça confère. Donc il faut qu'il y ait le tendon de l'autre os qui lui soit là aussi. Donc qu'est-ce qui a évolué en premier? Le tympan, et puis du coup il commence ce morceau d'os il commence à arriver, il n'est pas relié à un autre os ou à un autre tendon. Pourquoi il serait sélectionné? Il n'y a aucune raison. Le tendon il apparaît là. Voilà, la théorie de l'évolution est fausse parce que les systèmes vivants sont remplis de complexes qui sont composites, donc qui ont beaucoup de parties agencées les unes avec les autres. On en a beaucoup parlé au niveau moléculaire. Là, c'est vraiment plus facile à imaginer parce que, en fait, c'est des choses qui font peut-être 1 millimètre, qui sont pas si petites que ça. Et on voit bien l'aspect mécanique, qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Et donc, malheureusement, le vivant, c'est comme ça, un petit peu partout. C'est composite. Donc, un processus d'itération, et à chaque fois où on retient, on va dire, un composant, ça marche pas, tout simplement. 2 éléments importants n'apparaissent pas sur la figure, car ils obscurciraient la vue. Il s'agit du nerf de la corde du tympan et du tendon du muscle tenseur du tympan. Les vibrations du tympan sont transmises le long de la chaîne des osselets jusqu'à la base de l'étrier.
L'étrier bouge comme un piston et induit des vibrations à l'intérieur du labyrinthe osseux. Le labyrinthe est rempli d'un fluide appelé périlymphe. Si le labyrinthe était parfaitement clos et rigide, le mouvement de l'étrier serait impossible car la périlymphe est pratiquement incompressible. Mais la fenêtre ronde et la membrane qui la recouvre sont flexibles, ce qui permet le mouvement de l'étrier et l'émission de vibrations dans le labyrinthe. Le conduit menant de la fenêtre ovale à la fenêtre ronde se trouve dans la partie spirale du labyrinthe osseux appelée la cochlée. Les vibrations produites par l'étrier montent jusqu'au sommet de la cochlée, puis redescendent jusqu'à la fenêtre ronde. La portion ascendante de la cochlée est appelée la rampe vestibulaire. La portion descendante est appelée la rampe tympanique. Une troisième structure, appelée le canal cochléaire, est située entre les rampes vestibulaires et tympaniques. Le canal cochléaire est rempli d'un liquide appelé endolymphe. Vu en coupe, les membranes séparant les cavités remplies d'endolymphe et de périlymphe sont clairement visibles. Il s'agit de la membrane de Reissner et de la membrane basilaire. Ces membranes sont flexibles et vibrent en réponse aux ondes se propageant le long de la rampe vestibulaire. Le mouvement de la membrane basilaire émet des ondes qui descendent le long de la rampe tympanique. Une structure spécialisée appelée organe de Corti est située sur la membrane basilaire. Lorsque la membrane basilaire vibre, l'organe de Corti est stimulé, ce qui envoie des impulsions nerveuses au cerveau via le nerf auditif. Les impulsions nerveuses sont générées par des cellules spécialisées de l'organe de Corti appelées cellules ciliées. Les cellules ciliées sont recouvertes et viennent en contact avec la membrane tectoriale. Quand la membrane basilaire vibre, les cils se plient contre la membrane tectoriale, ce qui déclenche l'émission de neurotransmetteurs. Les différents points de la membrane basilaire ne vibrent pas simultanément. Au contraire, ce sont des zones bien spécifiques qui vibrent en réponse à un son de fréquence donnée. Les sons graves font vibrer la membrane basilaire à proximité de l'apex de la cochlée, alors que les sons aigus produisent des vibrations proches de sa base. Cette propriété est appelée tonotopie. Globalement, cette séquence d'événements est responsable de notre perception acoustique du monde qui nous entoure. Évidemment, c'est la 9e symphonie de Beethoven que vous pouvez aller écouter aussi. J'apprécie le connaisseur de musique classique que tu es. Ah bah oui, celle-là, je la connais par cœur. Elle est dans J'ai vu que dans tes vidéos, tu mettais pas mal de musique classique et ça tranche avec ce qui se fait chez les youtubeurs aujourd'hui. Dans la prochaine, ça sera, je pense, Delius. En fait, je vais créer une sorte d'introduction assez sympa avec, et ça sera Delius qui est pas très connu, mais il y a des passages qui sont extraordinaires. Donc, effectivement, au début, on voulait la faire sous forme de slide, mais finalement, le mieux, c'est d'avoir regardé la vidéo ensemble. Donc voilà, ça c'est en fait un schéma qui résume un petit peu le. Donc déjà, c'est très intéressant parce que dans la dernière vidéo, on avait parlé des engrenages et tu avais expliqué qu'en fait, c'est pas les hommes qui les ont inventés, c'est Dieu, ou entre guillemets, c'est l'intelligent design ça existait déjà dans les systèmes naturels avant que l'homme se dise les engrenages c'est pas mal pour
faire des systèmes mécaniques. Là, en fait, c'est pareil. Il y a beaucoup d'instruments de musique qui ont ce même système, on va dire, un petit peu d'escargot, où le son, en fait selon la place qu'on lui laisse dans le conduit, va être plus ou moins grave ou aigu. En tout cas, c'est complètement phénoménal, hein, ce système de l'oreille. Moi, j'avais essayé un petit peu de le chapitrer en le découpant. Donc, il y a effectivement une membrane qui est spéciale, hein, c'est pas juste de la peau. 3 os qui sont reliés du coup par des tendons qui ont un axe de rotation qui permet de conserver exactement le mouvement mécanique. Si l'axe de rotation n'est pas parfait, on va perdre soit en amplitude, soit en fréquence, parce qu'en fait, il va bouger sur d'autres axes et du coup, il va y avoir évidemment une détérioration du son. Alors évidemment, il y a des gens qui ont peut-être des malformations et qui ont précisément ces problèmes-là. Et voilà la jonction qui est complètement phénoménale, hein, avec ce fluide qui est à l'intérieur, qui est incompressible. Donc, je crois que je n'ai pas tout compris. Et voilà, il y a une membrane en dessous qui permet justement au fluide de quand même subir des. Donc, il n'est pas compressé, mais il vient pousser la membrane qui est située un petit peu en dessous, là, l'espèce d'ouverture, l'espèce d'oculus. Ouais, tu vois pas pourquoi. En fait, il y a une membrane plus souple en bas et en haut. Et en gros, pour que ça puisse pousser en haut, vu que le reste est dur, si tu veux, il faut qu'il y ait un endroit où ce soit plus souple en bas pour qu'en fait, quand tu pousses, attends, j'essaie avec mes mains, quand tu pousses en haut, en fait, il faut que ça puisse se déformer en bas. Oui. Parce qu'en fait, du coup, sinon, le liquide, il est plein dedans et il n'y aurait pas la place pour la déformation, en fait. Oui. Donc, c'est comme si le liquide se déplaçait de manière microscopique à des fréquences qui sont complètement incroyables parce que on va dire le champ de fréquence qu'on peut entendre, il est sur probablement des mégahertz. Je pense pas des gigahertz, mais au moins des mégahertz. Et là, tu te dis comment ça évolue parce que du coup, pourquoi en fait la membrane serait souple? Donc en fait, tu as créé tout le système autour, on va dire. On ne sait même pas dans quel ordre. Et puis du coup, en fait, on ne peut pas y avoir de compression. Et puis tu crées un système au début qui peut faire de la compression où le fluide va se déplacer, mais ça n'a pas d'utilité encore pour entendre les sons. Pourquoi du coup ta membrane osseuse elle deviendrait pile à cet endroit-là plus flexible? Pourquoi à l'endroit où c'est plus flexible, ça se raccorde avec l'os? Comment ça évolue? Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? C'est complètement sidérant, quoi. On peut rappeler comment fonctionne la science. On regarde des données, on regarde le réel et on se dit quelle est la théorie qui explique le mieux cela. Aujourd'hui, avec ce qu'on sait, évidemment, c'est la création, c'est Intelligent Design qui explique le mieux les systèmes vivants, pas du tout l'évolution naturelle. Peut-être que dans 10 ans, ça sera autre chose, mais voilà la direction, voilà on va dire les 100 dernières années d'études du vivant et de science, en fait, donnent des insights, donc plutôt des indications extrêmement précises et permettent de tirer cette conclusion, mais vraiment sans risque. Hein. C'est pas risqué l'Intelligent Design, c'est la théorie scientifique la plus aboutie, la plus précise et surtout supérieure scientifiquement au darwinisme et à la théorie en fait de l'évolution naturelle. Donc voilà, le fluide à l'intérieur de l'os, donc c'est vraiment phénoménal. À mon avis, on sait pas encore toutes les parties, à quoi elles servent exactement, quel est leur effet. Ce serait hyper intéressant que quelqu'un arrive à le reproduire sur un logiciel 3D pour voir ce qui se passe en fait quand on enlève telle ou telle partie. Et du coup, voilà, faire ce test. Ça serait aussi très intéressant de voir les autres, notamment les primates, etc. Quel système ils ont? Est-ce que c'est identique? Est-ce que c'est proche? Mais je vous vois venir, hein, messieurs. Il ne suffit pas de dire oui, mais le chimpanzé, il a la même, donc regarde, c'est notre cousin. Enfin, non, ça ne marche pas en fait. Parce que la Citroën C3 a le même moteur que la Renault Clio, mais en fait, c'est juste qu'il y a un concepteur en commun. Donc, ce sont des déclinaisons et des systèmes créés. Donc, il ne suffit pas de dire les singes ont la même, donc on a évolué il y a 6 millions d'années, on est juste sur une autre branche. Oui, puis même ce sont deux questions différentes parce que c'est pas parce que l'évolution et le fait que ce soit le hasard conjugué à la sélection naturelle, parce que même si l'évolution était vraie, ce qu'on a déjà pas mal débunké dans d'autres vidéos, même si c'était vrai, ça n'explique pas forcément le fait que le hasard conjugué à la sélection naturelle puisse créer des systèmes aussi complexes et avec une complexité irréductible comme l'oreille, quoi. Exactement, sachant que la majorité, voilà, pour faire un disclaimer, hein,
moi, je pense que je suis dans la minorité. En général, le mouvement que prend le monde scientifique aujourd'hui, c'est l'intelligent design général, donc de dire il y a un concepteur, il y a une intelligence. C'est cette direction-là que prennent les scientifiques. Et moi, j'ai aussi une sorte de propagande contre l'ancêtre commun. Je ne crois pas du tout dans l'arbre de la vie, donc j'ai une image que je montrerai tout à l'heure. Donc voilà, on a de toute façon des différences, mais le dénominateur commun, voilà, c'est pas de l'évolution naturelle, des phénomènes naturels qui ont créé ces systèmes-là. Donc voilà, l'organe de Corti avec les vibrations à différentes fréquences selon l'endroit où on se situe dans le conduit un petit peu en escargot. Et enfin, la conversion en signal électrique. Donc voilà, et moi ce que j'aime toujours ce sur quoi je m'interroge, c'est en fait combien de gènes sont engagés dans la formation de ces organes au moment de vraiment la formation d'un corps, que ce soit humain ou même sur un animal. Est-ce qu'il y en a 1000, 4000, peut-être 10 000 ou 100 000? Il y a peut-être même des gènes qui sont utilisés pour autre chose, qui sont aussi utilisés pour ces systèmes-là. Donc ça rajoute encore des interdépendances. Ouais. Et voilà, c'est des réponses qu'on n'a pas. Hein. Évidemment, on les aura peut-être dans 200 ans. C'est extrêmement complexe. Mais voilà, il y a derrière en fait tous ces systèmes qui sont mécaniques, qu'on regarde un petit peu comme des assemblages, comme des caplas. En fait, il y a un système d'information avec des jeux d'instructions, avec des stops, avec des continues, avec des pointeurs vers d'autres endroits dans l'ADN. Et c'est ça, en fait, c'est tout ce jeu d'instructions qui forme un corps humain, on va dire, fonctionnel. Donc il faut toujours, là évidemment on ne le voit pas, mais en transparence, il faudrait mettre effectivement des paires de bases, des codons, etc. Parce que c'est tout ça qu'il y a derrière. Et c'est la grande découverte qui n'a toujours pas été digérée du XXe siècle, c'est le système d'information qui détermine le vivant. Et pour vous donner donc dans tous ces systèmes-là, il y a des cellules qui sont évidemment différenciées. Donc il y a des milliers et des milliers de types de cellules différentes. Et pour vous donner une idée, à l'époque de Darwin, déjà on s'éclaire à la bougie. Donc il ne faut pas oublier que c'était il y a très longtemps. Et Darwin, en fait, à son époque, on se disait que on savait que la cellule, c'était un petit peu on se disait que c'était l'unité minimale du vivant, un petit peu comme un atome. Et on pensait que c'était juste une sorte de boule de gélatine avec rien à l'intérieur. Et là, en fait, si vous prenez chaque système, il y a des cellules qui sont différentes, qui font différentes tâches, qui sont spécialisées pour telle ou telle chose. Donc, il y a une complexité qui est toujours de toute façon cachée. Et à chaque fois qu'on zoome, on découvre des choses nouvelles. Sachant qu'une seule cellule, c'est plus compliqué qu'une fusée de la NASA. Donc là, toutes les petites cellules que vous voyez sur l'écran, bah là, tout ça, en fait, c'est comme si à l'intérieur, il y avait des fusées de la NASA. Enfin, déjà que là, on est dans du hyper complexe. Et à l'intérieur même, c'est hyper complexe. Et pareil, en fait, là, on peut s'interroger sur les mécanismes d'évolution. Par exemple, là, l'os en forme L'organe de un Corti. peu comme un escargot. Pardon? Ah oui, l'escargot. Ouais. Ouais, voilà, mais quand tu rezoomes là sur ce qu'il y a après, eh ben, en fait, la membrane basilaire, là, par exemple, qui est un petit peu souple par rapport du coup à l'organe de Corti, bah, en fait, du coup, si elle n'est pas souple au bon endroit pour transmettre en fait les vibrations du liquide, comment ça évolue, donc pourquoi elle est souple avant, pourquoi ailleurs elle n'est pas souple, pourquoi là on a ces espèces de filaments aussi qui vont transmettre les sons en fait après nerveusement, et puis comment ça a pu être aussi précis au niveau de la répartition des types de sonorités. C'est absolument dingue en fait, si tu veux, quoi. C'est une complexité sans nom, et quand tu essayes d'imaginer les étapes, tu as du mal à trouver une solution, quoi. Voilà, ce sont évidemment des systèmes qui sont conçus. Donc moi, j'ai préparé quelques petites choses supplémentaires. Voilà, très rapide. C'est vraiment pour parler de la notion de système composite. Donc, dans l'évolution, c'est évidemment des mutations, donc des transformations. Donc, il va y avoir des nouvelles propriétés au niveau phénotypique sur une sous-population. Et ensuite, la sélection naturelle. Donc, ils ont un avantage par rapport aux autres. Ils ont un avantage de reproduction où ils sont capables de se déplacer ailleurs. Donc, ils vont prendre le dessus sur un certain nombre de générations.
Donc, il y a vraiment cette idée de... c'est systématique hein, quand on échange avec des évolutionnistes. Une mutation va provoquer, il va y avoir un avantage de reproduction par rapport à d'autres si on a telle ou telle transformation. Donc, il suffit d'attendre pour voir des nouveautés, avantageuses, et ensuite elles sont conservées avec la sélection naturelle. Donc, en fait, ils vont vous dire oui, le système il est improbable, mais il y a peut-être une chance sur 1 million. Donc, si tu as une population d'1 milliard d'individus, et ben en fait, il y en a 1000 qui vont avoir telle propriété. C'est hyper simple. Hein, la théorie de l'évolution, c'est ce genre de démonstration qui est fait et qui n'est pas faux. En fait, mathématiquement, ça marche. Hein. S'il y a une chose qui a une chance sur 1000 d'arriver et qu'il y a 1 milliard d'individus, ben en fait, il y en aura 1 million qui auront cette nouvelle propriété-là. Donc, en fait, ça fonctionne entre guillemets. Oui, mais comment fonctionne le réel? Qu'est-ce qu'on a appris ces 60 dernières années? Ça fait très peu de temps. Hein. C'est moins d'une... on va dire qu'une personne vit en moyenne 90 ans. Du coup, c'est très, très récent. On a appris déjà qu'il y avait un système d'information. Et surtout, c'est un peu le focus de notre vidéo aujourd'hui, que les systèmes vivants sont composites, en plus d'être complexes. Donc, composite, c'est-à-dire que vous allez avoir différentes parties qui sont de différentes natures, qui sont de différentes textures, qui sont agencées les unes par rapport aux autres selon des angles précis. Et c'est ça qui, par exemple, dans le cas du système auditif, crée en fait l'oreille et permet d'avoir une transformation d'ondes sonores en signal électrique qui sont interprétables par le cerveau. Donc, on n'a pas une probabilité de type 1 sur n. Elle est sur 1 sur n à la puissance le nombre de composants que vous avez. Ça, c'est en partant du principe que tous les composants ont la même, on va dire, probabilité d'apparaître suite à une mutation, suite à une erreur de copie du génome. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer, c'est très important. Donc, exponentiellement, en fait, on diminue très, très vite dans la probabilité d'apparition. Et là, donc voilà, n, hein, vous pouvez dire que même si c'est une chance sur 1000, très vite, en fait, il va vous falloir une population qui a des millions de milliards d'individus pour avoir, du coup, ce phénotype avantageux qui apparaît. Il y a une histoire comme ça avec. Alors, c'était un roi indien à l'époque, j'ai plus tous les tenants et aboutissants. Il y avait un de ses sujets qui lui avait rendu un grand service. Et puis, le roi lui avait dit qu'est-ce que tu veux comme récompense? Et il y avait un jeu d'échiquier devant lui, enfin, avec les cases, les 64 cases. Et il lui a dit je voudrais juste un grain de blé par case, mais à chaque fois, en fait, on double le nombre de grains de blé. Donc, première case, il y en a 1, deuxième 2, troisième 2 x 2, 4. Je me suis perdu, quatrième 2 x 2 x 2 x 2, 8, etc. Jusqu'à ce que les 64 cases soient remplies. Et puis, le roi lui a dit, c'est tout ce que tu veux. Et en fait, quand on fait le calcul, on arrive à... Il fallait plus de grains de blé que ce qu'il y avait comme grains de blé sur Terre, quoi. En fait, c'est pour illustrer le pouvoir des puissances. C'est-à-dire que quand on a un système qui est improbable, donc lui, le mec, il s'est fait décapiter, ce qui s'était moqué du roi, du coup, pour la petite histoire. Un truc comme... Mais c'est pareil, si vous voulez. En fait, plus on a des systèmes complexes, plus l'improbabilité devient exponentielle. Et en fait, on sort en fait de toute possibilité probabilistique raisonnable, en fait, quoi. Très, très rapidement pour des systèmes aussi complexes. Il aurait dû faire ça sur un damier de morpion, ça aurait peut-être fonctionné. Peut-être. Ouais, là, il s'en serait sorti, puis il n'aurait pas eu grand-chose à manger. Mais... de toute façon, c'est la substance de notre vidéo précédente aussi. C'est des choses qui sont ignorées, qui ne sont pas commentées. Les évolutionnistes, ils font une sorte de parade et en fait, ils n'en parlent pas. Donc, ils vont plutôt se concentrer sur les ressemblances entre les animaux. Sur le moustique de Londres, il y a des moustiques qui ont subi des mutations, ils sont un peu différents, ils n'arrivent plus à se reproduire avec ceux d'avant. Incroyable. Ouais. Et puis tout le reste de la complexité, c'est un peu leur dieu spaghetti dans les nuages. Là, c'est le hasard. C'est-à-dire que là, ils vivent dans un monde de contes de fées et ils s'imaginent que toutes les étapes, en fait, c'est rempli par leur espèce de dieu hasard. Et on va reprocher aux créationnistes ou aux gens de l'intelligent design
de croire à certaines choses non prouvées, sauf qu'en fait, eux, c'est pas mieux parce que ils ont une espèce de Dieu un petit peu plus subtil, mais qui est tout aussi ridicule, voire beaucoup plus ridicule. En fait, oui, c'est ça, c'est le Darwin of the Gap systématiquement. Et j'insiste, hein, en fait, c'est pas un tirage à pile ou face. Les systèmes complexes comme celui-ci sont des indications positives d'intelligent design, parce que si on fait le parallèle avec en fait, le monde vivant et les choses qu'on peut pour le coup observer, on sait que des systèmes complexes comme ça, en fait, c'est pas la nature qui les crée. Donc, la nature n'a pas les forces ou l'intelligence de former en fait des systèmes comme celui-ci. Il y a des animaux qui font des systèmes très complexes. Par exemple, les castors, ils font le système des barrages est assez phénoménal. Les humains, évidemment, ils font des choses incroyables. Peut-être les abeilles, etc. Et du coup, ce sont en fait des intelligences. Les choses qui arrivent à l'état naturel, ça va être la dune du Pilat. Un tas avec du sable, des grains de sable les uns sur les autres, incroyable. La complexité. Ou alors d'autres changements, des avalanches. C'est un changement naturel qui est parfaitement observé. On passe d'un état à un autre. Et où voyez-vous de la complexité? Où voyez-vous des systèmes composites, des agencements de parties les unes par rapport aux autres, une transformation de signal mécanique en signal électrique? Ça n'existe pas dans la nature. Ce ne sont pas des choses qui ont été créées par la nature. Et très important, hein, là on peut... donc c'est une petite parenthèse que je peux ouvrir. J'avais fait une vidéo dédiée en fait au problème du temps d'attente, qui est encore une fois qui est rarement commenté par les évolutionnistes. Donc si par miracle, alors c'est pas par miracle, hein, il y a certains animaux qui sont présents par, voilà, il y a plusieurs milliards d'individus, par exemple les insectes. Donc vous allez avoir de temps en temps un insecte qui a une mutation, on va dire, complètement incroyable, qui lui permet de faire un truc vraiment que les autres ne peuvent pas faire. Chez les humains, vraiment, je vois pas d'exemple, hein. Mais on va dire que ça va lui donner un avantage de reproduction de 10%. Le problème du temps d'attente, il dit que déjà, il y a une probabilité très élevée que cette mutation elle soit écrasée par le nombre ensuite en fait, très supérieur d'individus qui n'ont pas cette mutation dans la population, parce que, par exemple, les humains sont diploïdes. Donc, si vous faites qu'un enfant, en fait, il y a une chance sur deux que votre mutation soit transmise à vos enfants. Si vous en faites 2, déjà, vous allez augmenter vos chances. Si vous en faites 10, etc. Mais de manière générale, à chaque fois, on va dire, étant donné que c'est une reproduction sexuée, au bout de 2, 3, 4 générations, il y a juste une chance sur 16 que votre gène soit toujours là dans la progéniture à 4 générations plus loin. Donc, il va falloir que l'avantage de reproduction qui est conféré par cette transformation phénotypique, il soit très important, parce que sinon, il va se faire écrabouiller, on va dire, par la masse d'individus qui, eux, sont des individus, on va dire, standards de génération N0, ou d'individus N, on va dire. Donc, il y a ce problème du temps d'attente, et ensuite, on parle de fixation quand une mutation, justement, elle est globalement répandue dans une population à plus de 90 ou 95%. Et là, on peut dire qu'effectivement, il y a eu une évolution, il y a eu un step, donc un seul pas d'évolution. Et évidemment, hein, c'est l'exemple qu'on a donné, en fait, on a du mal à voir des évolutions radicales de la population de gauche à la population de droite. Typiquement, ça va être le moustique du métro de Londres. Donc, en fait, on est passé d'un moustique à un moustique. Ça, c'est les choses qui sont observables dans le monde réel. Ensuite, dans l'imagination des évolutionnistes, il s'en passe des milliers d'autres, hein, mais d'ailleurs, si je peux faire une remarque, ce n'est pas une évolution, ça c'est ce qu'on appelle une dévolution. C'est-à-dire que le fait de perdre un caractère n'explique pas, en fait, dans l'origine de la complexité du vivant, comment des systèmes complexes se sont formés. Donc, par exemple, c'est comme les poissons dans les caves ou les animaux dans des grottes qui deviennent aveugles. Le fait d'avoir une mutation génétique délétère qui fait que tu ne peux plus voir, ce qui pourrait d'ailleurs être épigénétique, attention, mais même si c'était délétère, ou comme le moustique de Londres qui peut plus se reproduire avec son cousin à l'extérieur, on a une perte d'informations génétiques qui fait qu'il y a une dévolution. Ce n'est pas une création de nouveautés, mais une dévolution. Donc, avec l'entropie, une perte en fait une dégradation du matériel génétique n'expliquera jamais l'apparition de systèmes complexes comme l'oreille, comme le cerveau humain ou comme le sonar du dauphin. Donc, ça, c'est un exemple qu'on entend tout le temps avec les chiens aussi. Ah, mais regardez, les chiens, ils évoluent. Mais non, mais ça, c'est du croisement avec de l'information génétique que vous avez déjà.
Si vous croisez des chats sans fourrure entre eux, eh ben, ça fera des chats sans fourrure, mais ça ne vous explique pas comment est apparu l'œil ou le foie d'un chat. Vous croisez que des roux entre eux, ça fera des roux. Vous croisez des blonds entre eux, ça fait des roux. En fait, vous faites ce qu'on appelle de la sélection génétique, ou en fait, avec du matériel génétique, de l'information génétique qui est déjà là, vous faites un entonnoir où en fait, vous créez une information génétique limitée et plus faible par rapport à ce qu'il y avait comme information génétique globale, mais c'est une dévolution, et la dévolution n'est jamais une preuve de l'évolution. Le chien n'est jamais une preuve de l'évolution, le moustique de Londres, du métro de Londres qui ne peut pas se reproduire avec son cousin, n'est jamais une preuve de l'évolution. Ça, c'est important à marteler, parce qu'il y en a plein qui ne l'ont pas compris, ça. Voilà, et donc j'ai marqué, il ne faut pas oublier que même s'il y a, donc voilà, imaginez tout simplement une transformation chez un être humain, chez une sous-population, donne un avantage de reproduction de 15%. Combien de générations va-t-il falloir pour que l'humanité à 90% possède cette transformation? Du coup, il va falloir vraiment, c'est pas 1000 générations, c'est pas 10 000, c'est probablement beaucoup plus. Parce que, évidemment, le temps que en fait, la planète entière, elle est, on va dire, elle soit convertie ou elle ait reçu cette nouvelle transformation, ça va être extrêmement long. Et en fait, on n'a même pas d'exemple concret de ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, tous les êtres humains reçoivent des mutations. Il y a des différences entre la somme des deux génomes au moment de la fécondation et le génome qui résulte de l'enfant. Donc, il y a des erreurs de copie. Et est-ce qu'on a des exemples d'erreurs de copie qui donnent un avantage de reproduction? C'est des choses qui sont complètement en fait floues. C'est même quelqu'un qui a une audition par exemple 4 fois supérieure, en fait, pourquoi il devrait avoir un meilleur output, reproductive output, que ses parents ou que les autres êtres humains normaux qui ont juste une audition normale? Ça n'a aucun sens. Donc en fait, c'est des choses qui sont compliquées, on va dire, à formuler. À l'écrit, ça serait beaucoup plus facile. Mais il y a une dictature en fait de la masse en permanence dans les systèmes vivants, et même les mutations qui sont positives selon on va dire selon des contextes environnementaux. Déjà, comme dit Pierre-Alexandre, au niveau système d'information, en général, c'est toujours de la dégradation qui est éventuellement bénéfique. C'est Michael Bay qui en parle beaucoup. Mais de toute façon, elles seront écrasées par la masse, on va dire, des individus qui n'ont pas reçu la mutation et qui vont finir par faire disparaître, on va dire, cette variante, sauf si vous êtes sur une population très faible. C'est évidemment ce qui s'est passé, même si on prend un point de vue purement créationniste. Les créationnistes, ils croient qu'il y a 8 personnes qui sont sorties d'un bateau. Et en fait, les races humaines aujourd'hui, donc il y a une diversification assez importante, en fait, elles sont là parce qu'il y avait une population très faible. Donc on peut avoir des mutations qui se fixent très rapidement. Aujourd'hui, il y a 8 milliards d'êtres humains. En fait, les êtres humains, même si vous croyez en l'évolution, ils n'évolueront plus. C'est terminé. Vous avez eu votre fenêtre d'évolution. Et là, c'est un peu terminé. C'est-à-dire que dans le scénario évolutionniste, il y a 300 000 générations entre nous et l'ancêtre commun homme-chimpanzé. Aujourd'hui, il y a 8 milliards d'êtres humains répartis sur toute la planète Terre. Il faudrait peut-être 100 000 générations pour avoir juste un variant qui s'applique à l'ensemble de la population. Donc les êtres humains n'évolueront plus de toute manière. C'est fini. Donc voilà, j'ai noté flux constant de mutations neutres et nocives, très important sur toute cette période où il y a une sorte de mutation avantageuse qui essaie de se battre pour s'installer dans la population. Il y a toujours un flux constant de mutations qui sont principalement neutres ou alors nocives pour l'ADN. Donc voilà, ça j'ai parlé de l'écrasement de l'avantage de reproduction par du coup le nombre d'individus qu'il y a sur la situation N-1. Et ensuite, on en a parlé, c'est le système de l'oreille. Si cette mutation, c'est juste un organe partiel ou alors inutile ou alors un système incomplet, quelle est la raison pour laquelle elle devrait être sélectionnée? Et on en revient, on va dire, voilà, à ces problématiques-là. Le système vivant est rempli de systèmes composites par milliers et par milliers. On peut probablement faire des centaines d'autres présentations sur ce même schéma que l'oreille. Il y a l'œil, mais il y a aussi des systèmes moléculaires. Donc voilà, en fait, il n'y a que des problèmes pour l'évolution à grande échelle, pour l'évolution interfamille. Et c'est pour ça que, du coup, moi, la théorie que je défends, c'est tout simplement la théorie des arbres de la vie,
il n'y a pas un arbre de la vie. En fait, il y en a plein. Et avec à la base de chaque arbre, donc pas forcément des couples de 2 individus. Ça va dépendre, on va dire, je pense, des études qui seront faites à l'avenir. Mais des familles animales qui sont distinctes les unes des autres, qui peuvent avoir des ressemblances, mais qui ne sont pas reliées par la généalogie et qui sont des systèmes créés et des systèmes conçus. Voilà, donc là, j'ai mis que des mammifères hein, dans mon exemple, mais voilà, on aurait pu mettre beaucoup d'autres types de systèmes. Moi, si je peux intervenir, je le verrais légèrement différemment. Je ferais coïncider donc, un arbre de la vie avec des branches séparées. Par contre, je mettrais une forme évolutive un petit peu instantanée, c'est-à-dire que donc, ouais, je mettrais les grands ordres au niveau du Big Bang évolutif de manière séparée. Tu vois, l'apparition des requins, l'apparition des insectes, l'apparition des organismes du précambrien, l'apparition des oiseaux, l'apparition des mammifères. Mais on voit, en fait, ils arrivent tous en même temps et il y a une radiation. Par exemple, tous les mammifères quasiment apparaissent d'un seul coup, tous les oiseaux apparaissent d'un seul coup. Et j'aurais peut-être plus vu, c'est qu'une hypothèse et j'ai aucune preuve que ce soit vrai, une espèce de cellule souche, par exemple, pour les mammifères qui arrivent et qui se différencient, pas par petite évolution graduelle, mais tu sais, comme nous, dans notre corps humain, tu vas avoir une cellule souche pluripotente qui va te faire les organes du foie, du cerveau, le système sanguin, le système nerveux, et paf, ça évolue d'un coup. Et ce qui fait qu'on pourrait retrouver certains systèmes ataviques, comme chez la baleine, avec les os des jambes qui servent à rien et qui servent à rien. Ils servent à des choses, on en avait parlé dans l'autre vidéo, mais qui sont perdus dans la masse, ou le fait que, par exemple, tu as du lupus, tu sais, chez l'embryon, en fait, tu as des petits poils, comme en fait la fourrure qu'on peut retrouver chez certains mammifères, chez l'être humain, qui est des êtres humains, comme l'autre jour au Brésil, il y a un être humain qui est né avec une queue. Donc, en fait, qui fasse que dans une cellule, on pourrait coder dans une cellule de mammifère une baleine, un chimpanzé, une vache, etc., et un être humain. Sauf qu'en fait, la cellule de l'être humain, elle a évolué d'un coup, c'était préprogrammé pour faire un être humain, mais il y a quand même une relation génétique et qui fait que c'est apparu à peu près au même moment sur Terre dans la radiation des mammifères. Une Et relation peut-être, généalogique, c'est ça? ouais, c'est ça. Par exemple, moi, Ouais. je le verrais comme une espèce d'insémination de cellules sur Terre par une intelligence, hein, quelle qu'elle soit, mais j'ai aucune réponse d'ailleurs. Et qu'en fait, il y a une préprogrammation génétique de OK, bah, toi, tu vas être dans l'eau, et puis on va te donner les attributs, par exemple, du dauphin, de la baleine, mais qu'on voit quand même cette radiation génétique avec d'un seul coup, bah, paf, toutes les plantes à fleurs qui apparaissent, tous les oiseaux, et qui auraient été un petit peu amenés par des cellules qui étaient amenées à se diversifier d'un seul coup. Ce qui fait qu'en fait, les arbres du vivant, comme toi, tu l'as mis pour les mammifères, serait peut-être pas aussi séparé que ça, mais c'est qu'une hypothèse. Hein. C'est-à-dire Voilà. que si ça se trouve, tu as raison. Moi, ce que je dis, si ça se trouve, c'est faux, c'est vrai. J'ai aucune idée de comment est apparue la complexité du vivant. Le seul truc que je sais, c'est que la théorie de Darwin ne marche pas. Voilà, c'est le seul truc sur lequel j'ai une certitude. Le reste, on fait que des suppositions. Mais voilà, c'était juste pour donner mon avis. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est donc, moi, effectivement, pour préciser, hein, là, j'ai mis des exemples, en fait, c'est-à-dire que en fait, personne ne connaît exactement, donc même si les gens qui sont d'accord avec moi, hein, qui sont dans une notion où il n'y a même pas d'arbre de la vie, personne ne prétend connaître précisément ces groupes, justement, qui ne sont pas reliés par la généalogie. La proposition, c'est plutôt la suivante, c'est le vivant est composé de groupes qui ne sont pas reliés par la généalogie et qui sont des groupes créés. Voilà, pour résumer, moi, la manière dont je vois les choses. Donc, évidemment, les humains, j'ai du mal à les mettre sur la même branche que, en fait, des non-humains, des animaux. Et moi, effectivement, j'ai on va dire, ma ligne de... Il y a l'histoire des gènes orphelins, je pense, qui est très, très importante. On le garde pour une vidéo. Mais pour moi, vraiment, ce modèle-là est indiqué positivement par les découvertes scientifiques à cause notamment des gènes orphelins, c'est-à-dire qu'il y a des unités d'information qui sont vraiment uniques dans tous les systèmes que j'ai isolés. Et on les retrouve chez tous les chiens et chez tous les loups, et pas ailleurs, justement. Et parfois, c'est des choses qui font 10 000, 20 000, 30 000 paires de bases qui sont uniques à des systèmes. C'est là où moi, je me dis,
En fait, ce modèle-là, avec différents arbres de la vie et des diversifications qui sont internes, mais sur des groupes très précis, effectivement, pas les mammifères, et sur des groupes beaucoup plus précis, il tient la route complètement parce qu'il y a des unités d'information qui sont vraiment uniques, même s'il y a 99% des gènes que deux familles peuvent partager. Derrière, il y a 1%, donc il y a peut-être des millions de paires de bases qui sont uniques à un système particulier. Et on a vu tous les problèmes qu'il y a avec l'évolution sur une longue période. C'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps. Donc pour moi, les gènes, tout simplement, n'apparaissent pas naturellement. Donc si on trouve des gènes différents d'un système à l'autre, c'est qu'ils sont indépendants, c'est qu'ils ne sont pas reliés par la généalogie. Ou alors, effectivement, il y a ce problème de la disparition. Hein. C'est facile d'avoir des gènes qui disparaissent. C'est beaucoup plus difficile de les voir apparaître. Donc, effectivement, c'est une question complexe. Mais moi, c'est vraiment cette notion de gène orphelin qui a moins de 20 ans. C'est pour ça que personne ne connaît. Évidemment, les évolutionnistes, ils découvrent tout toujours après tout le monde. C'était intéressant. Il y aura toutes les refs dans la description de la vidéo. Donc, c'était la deuxième vidéo 2023. Je pense que cette lecture que j'ai envie de faire de mon article sur l'évolution humaine, je vais la faire bientôt. La poster en différentes parties, 3 ou 4 parties, parce que ça va être long. Super, merci pour cette présentation, Jean. Très instructif comme toujours. Merci à toi aussi et à bientôt tout le monde. Bye. Ciao.